Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. La Côte d'Ivoire fait un bond de 19 places dans l'indice Mo Ibrahim. Notre pays est passé de la 41e place à la 22e. Les indicateurs économiques ivoiriens sont au vert. La Côte d'Ivoire, selon le classement, a réalisé des performances dans tous les secteurs d'évaluation. Le 2 novembre marque la journée internationale de la fin de l'impunité contre les crimes contre les journalistes. Une journée instituée par l'ONU en hommage à Ghislaine Dupont et Claude Verlon, deux confrères de RFI assassinés il y a 5 ans au Mali. Le prix qui porte leur nom vient d'être décerné à deux jeunes Ivoiriens. Hier, les chrétiens catholiques ont célébré la fête de Toussaint, une occasion pour certaines familles d'entretenir les tombes des défunts. Cependant, les tombes ne sont pas toujours bien entretenues. L'entretien des cimetières a qui la charge? Un dossier à suivre dans quelques instants. Ouvrons cette édition par ce qui pourrait être un point de satisfaction dans la gouvernance. La Côte d'Ivoire fait un bond de 19 places dans l'indice Mo Ibrahim. Notre pays est passé de la 41e place à la 22e. Et selon le classement, la Côte d'Ivoire a réalisé des performances dans tous les secteurs d'évaluation. L'indice Mo Ibrahim apprécie la gouvernance politique, économique et sociale dans 54 pays d'Afrique. Adama Kone. Climat des affaires, droits de l'homme, démocratie, la Côte d'Ivoire aura réussi son année de gouvernance pour avoir été une bonne élève. 17 places de gagnées au classement Doing Business de la Banque mondiale d'une part et un bond de 19 places à l'indice Mo Ibrahim d'autre part, en passant de la 41e position à la 22e. C'est le saut le plus important enregistré en 10 ans. La Côte d'Ivoire signe du coup la plus belle progression de l'indice. C'est le seul pays à avoir avancé dans chacune des 4 catégories et des 14 sous-catégories de l'indice. Depuis 2007, l'indice Mo Ibrahim évalue et mesure annuellement la qualité de la gouvernance en Afrique. L'indice s'intéresse pour cela à 4 grandes valeurs: sécurité et état de droit, participation et droits humains, développement économique durable et développement humain. Ces 4 catégories se déclinent en une centaine de sous-indicateurs allant de l'accès à l'information, à la manifestation de la démocratie en passant par l'employabilité des jeunes et la participation des femmes au processus politique. Mohamed ou Mo Ibrahim, né en 1946, est un milliardaire anglo-soudanais opérant dans les télécommunications. Après avoir travaillé dans plusieurs entreprises de télécommunications, il fonde Celtel. En 2005, cette entreprise est implantée dans 14 pays africains avec près de 24 millions d'abonnés. C'est alors qu'il cède l'entreprise. L'opération lui rapporte près de 2000 milliards de francs CFA. Il crée la Fondation Mo Ibrahim, l'indice Mo Ibrahim et le prix Mo Ibrahim pour le leadership d'excellence, récompensant les chefs d'État s'étant distingués exceptionnellement dans la sécurité, la santé, l'éducation, le développement économique et les droits politiques dans leur pays. Le lauréat empoche un chèque de près de 3 milliards de francs CFA et perçoit annuellement à vie plus de 100 millions de francs CFA. L'inclusion financière, c'est un indicateur qui pèse pour beaucoup dans le calcul de l'indice Mo Ibrahim. Et justement, le sujet fait l'objet d'une rencontre en ce moment même à Abidjan. Elle réunit plusieurs responsables d'institutions financières. Objectif, adopter des mécanismes pour booster le taux des personnes ayant accès à des services financiers. Ce taux était de 19,7% en 2016. Les explications de Francis Boifo. L'inclusion financière. Elle consiste à favoriser l'accès des populations, y compris celles dites vulnérables ou exclues, aux services financiers formels, adaptés et abordables en vue de leur utilisation. En 2016, seulement 19,7% de la population de plus de 15 ans avait un compte bancaire. Ce taux s'est amélioré selon une récente étude. Selon le constat du symposium organisé le 24 juin dernier, l'inclusion financière a progressé en passant de 34% en 2014 à 41% en 2017. Faire mieux pour permettre à l'inclusion financière de tirer la croissance et réduire la pauvreté. C'est tout l'intérêt de l'élaboration de la stratégie nationale de l'inclusion financière 2019-2024. Le contenu du document séduit.
Il met l'accent sur les agriculteurs, les petits producteurs, les femmes dans les villages les plus reculés, les jeunes qui sont en quête d'emploi, quel type de services financiers il faut leur apporter. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, le document met l'accent sur un vecteur important qui constitue aujourd'hui les nouvelles technologies, le mobile money, la finance digitale, qui est aujourd'hui la révolution pour transformer les affaires. Une chose est d'avoir le document, mais le plus important, c'est sa mise en œuvre. Donc, les différentes priorités identifiées, les défis, donc identifiés, tout ça devrait être maintenant, on devrait trouver donc la manière la plus concertée et la plus vraiment organisée pour mettre en œuvre vraiment toutes les actions qui ont été identifiées au sein de ce document-là. La stratégie nationale de l'inclusion financière devrait porter le taux de personnes ayant accès aux services financiers à 60% en 2024. Un coup d'œil dans l'éphéméride, le 2 novembre marque la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes. L'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire a célébré cette journée. Les journalistes ont encouragé le gouvernement à veiller au respect de la liberté de la presse. Issa Tionaïo. Garantir la liberté de la presse et faciliter l'exercice du métier aux journalistes. C'est le sens de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes instituée par les Nations Unies depuis 5 ans. Les organisations des journalistes de Côte d'Ivoire ont mis à profit la célébration de cette journée pour réclamer plus de liberté et de justice. Les OPM ivoiriennes sont entièrement favorables à l'élaboration d'une convention internationale pour la protection des journalistes avec des mécanismes de mise en œuvre pour combattre de manière plus efficace l'impunité. Nous, journalistes ivoiriens, encourageons les autorités ivoiriennes à s'inscrire dans la dynamique de cette convention internationale afin de garantir la sécurité de ceux qui veillent sur la démocratie citoyenne. L'impunité est un frein à la liberté de la presse. À l'occasion de cette 5e journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes, la protection des journalistes est souhaitée pour une meilleure pratique de la démocratie. Il est de notre responsabilité de ne pas laisser impunis les crimes perpétrés contre les journalistes, de garantir à ceux-ci les conditions de travail sûres et propres à l'épanouissement d'une presse libre et pluraliste. Le représentant du ministre de la Communication et des Médias a reconnu qu'en matière de violation des droits des journalistes dans le monde, 9 cas sur 10 sont impunis. Il a toutefois réitéré la volonté de l'État à garantir la liberté de la presse. La Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir un climat démocratique et garantir le droit de chaque citoyen à l'information, ne ménage aucun effort pour assurer aux journalistes la liberté d'exercer leur métier. Cela se traduit par plusieurs initiatives. La mise en place d'une commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics pour faciliter l'accès de l'information aux journalistes. L'adoption de 2 lois importantes qui précisent mieux et améliorent les cadres juridiques du secteur des médias, tout en maintenant le principe de la dépénalisation des délits de presse, principe acquis depuis la loi de 2004. Le tableau de la liberté de la presse dans le monde est sombre depuis 2006 jusqu'à ce jour. Selon Reporters sans frontières, plus de 1000 journalistes ont été tués au cours de cette période. Une journée également célébrée en mémoire de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, 2 confrères de RFI assassinés il y a 5 ans au Mali. Le prix qui porte leur nom vient d'être décerné à 2 jeunes Ivoiriens. Les lauréats vont bénéficier d'une formation d'1 mois à Paris. Patricia Omouetia. Pour nous, la correction, c'est le fouet. On prend le fouet pour le fouetter. Nous, on n'appelle pas ça violence. Parce qu'on ne frappe pas pour frapper. On frappe pour que l'enfant retienne quelque chose. Ce reportage sur le manque de dialogue dans les familles a permis à Marina Java d'être lauréate de la 5e édition de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Ado Armand Baptiste, également lauréat dans la catégorie technicien. Je ne sors pas d'une école de journalisme à la base.
J'ai appris pratiquement ce métier sur le tas, comme on le dit. Donc, après 10 années, je vais le dire, d'apprentissage dans des radios communautaires en Côte d'Ivoire, voilà, j'ai voulu participer à cette formation pour avoir la chance, pourquoi pas, d'intégrer une école de journalisme de renom. Je n'y croyais pas parce que tous les techniciens avaient le niveau. Moi, quand je venais ce matin, je venais... oui, c'est vrai que j'étais en compétition, mais je ne m'attendais vraiment pas. Les prix ont donc été remis à ces 2 jeunes talents parmi 20 candidats qui ont eu pour mission de réaliser un reportage sur la thématique du dialogue et de la tolérance. Les 2 lauréats, tous 2 ivoiriens, ont en fait participé à une formation dispensée par l'équipe de RFI à Abidjan, des cours pour rendre hommage à Ghislaine Dupont et Claude Verlon, 2 journalistes assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal, dans le Nord Mali, et aussi pour comprendre comment on construit un bon reportage radio. Que cette douleur soit féconde, que de cette douleur naisse quelque chose de positif, et que dans l'esprit qui était celui de Ghislaine et Claude, de transmettre leur professionnalisme, leur exigence quand ils étaient dans la rédaction de RFI. L'édition 2018, organisée en partenariat avec la RTI, va permettre aux lauréats de bénéficier d'une formation de 4 semaines à Paris. Nous trouvons vraiment exemplaire l'initiative de RFI de dédier cette bourse à la mémoire de ces 2 grands professionnels qui malheureusement ont perdu la vie en faisant leur travail. Et donc c'est à ce titre que lorsque nous avons été contactés, il nous a paru naturel d'accompagner dans un contexte, on le sait, de tensions budgétaires toujours croissantes sur les initiatives des médias, de pouvoir apporter notre petite pierre à cet édifice. Créée en hommage aux 2 reporters assassinés, cette bourse récompense chaque année dans un pays d'Afrique francophone un journaliste radio et un technicien de reportage. Chers lauréats, la bourse dont vous serez bénéficiaire récompense votre talent naissant. Cela ne doit et ne peut être considéré comme étant une consécration, mais un encouragement à poursuivre un objectif d'excellence. Marina Java est journaliste dans une radio de proximité à Yamoussoukro. Le jury l'a distinguée pour la qualité de l'écriture de son reportage sur le manque de dialogue dans les familles, ainsi que sur le choix et la force des témoignages. Ado Armand Baptiste est quant à lui technicien à la radio ISTC-FM, située au sein de l'Institut des sciences et techniques de la communication à Cocody. Le jury l'a distingué pour sa maîtrise de la réalisation du montage, du mixage et du reportage sur les cours communes d'Abidjan. Retenez qu'au cours de l'année 2018, 77 journalistes ont été tués dans le monde selon Reporters sans frontières. Je vous invite à présent à faire le voyage pour Genève. Il se tient en Suisse la 334e session du Conseil d'administration du Bureau international du travail. Le ministre Pascal Abinan prend part aux travaux. Il a échangé avec son homologue du Cameroun et le directeur général adjoint du BIT. On fait le point de ces rencontres avec Christelle Menat. Dernier tour d'audience pour le ministre Pascal Kwaku Abinan en marge de la 334e session du Conseil d'administration du Bureau international du travail. Après le directeur général de l'organisation, Guy Ryder, c'est avec son directeur général adjoint Moussa Oumarou que le ministre s'est entretenu. Pour la Côte d'Ivoire, c'est déjà le prélude au centenaire qui va avoir lieu, comme hier je disais avec le directeur général. Des précisions ont été faites sur des modalités d'organisation de la 14e réunion régionale africaine du BIT en 2019 à Abidjan. Un comité tripartite d'organisation a pour ce faire été mis en place. Autre interlocuteur, autre sujet. Avec Nancy Lipik, chef du service de l'administration et de l'inspection du travail au BIT, il s'est agi de sécurité et de santé au travail. Comment renforcer le système national d'information en sécurité et santé au travail pour mieux orienter la politique de prévention des risques professionnels. Le ministre suggère une harmonisation de toutes les initiatives ayant cet objectif, initiatives portées par plusieurs structures gérant les questions de sécurité et de santé au travail. Mais il évoque avant tout la nécessité d'une analyse approfondie du système d'information. Nous avons remarqué qu'à ce niveau-là, il y a une multitude d'organismes qui interviennent. Et nous, au niveau du ministère, nous voulons avoir un agrégat de toutes ces informations et pour assurer une cohérence. Et c'est pourquoi nous demandons l'appui du BIT pour mettre à notre disposition un expert qui fera une étude
à l'issue de laquelle les recommandations qui vont être faites vont nous permettre de disposer de statistiques fiables pour qu'en cas de besoin, on puisse donner, j'allais dire, en temps et en heure, des informations fiables. Le BIT sera heureux d'apporter son appui sur tous ces domaines et de voir la Côte d'Ivoire devenir leader dans la région sur ces aspects. Dernière audience, celle avec le ministre camerounais du Travail et de la Sécurité sociale, Georges Oona. Le Cameroun abrite le Centre régional africain d'administration du travail, CRADAT, organisme intergouvernemental de formation de cadres de l'administration. Inauguré à Yaoundé en janvier 1965, le CRADAT s'occupe aussi d'études et de recherche. La Côte d'Ivoire est présidente du conseil d'administration du centre. À ce titre, le ministre Pascal Abidin s'est inquiété avec son homologue du non-paiement par les États membres des cotisations et a envisagé avec lui la mise en place d'une stratégie de mobilisation de ces fonds. Dernier point de discussion, l'organisation de la 42e session ordinaire du conseil d'administration du CRADAT qui devrait se tenir au Cameroun en février 2019. Ici, en Côte d'Ivoire, l'accès au logement constitue une priorité. Le ministère de la Construction repense sa stratégie sous la houlette du ministre Bruno Koné se tient à Yamoussoukro un séminaire. Il s'agit pour les participants de faire l'état des lieux, des politiques expérimentées jusque-là et de trouver des solutions pour faciliter l'accès au logement. Léon Brou. Faut-il continuer à travailler selon les mêmes méthodes et laisser prospérer les lotissements et constructions anarchiques, les écroulements de bâtiments, les inondations et autres occupations de domaines publics? Non, répond le ministre aux acteurs de la construction, du logement et de l'urbanisme. J'invite chacun et chacune à consentir davantage de sacrifices et d'efforts pour redorer l'image de notre maison, en améliorant de façon visible et irréversible le service à l'usager dans l'intérêt de notre pays et pour le bonheur de nos concitoyens. Peuvent stimuler ces résultats, entre autres, des méthodes et stratégies simplifiées de gestion du logement, de l'urbanisme et de la construction. 2 jours pour les identifier, question de renforcer les capacités de réaction et d'anticipation du secteur, conformément à la vision du chef de l'État de répondre notamment aux défis de la maîtrise de l'urbanisation, de la qualité et de la quantité du logement. Moins de 40% de la population ivoirienne vit dans un cadre décent. Plus de 53% de cette population affirme ne pas être satisfaite de ses conditions de logement et de son cadre de vie. Seulement 10 249 logements sont achevés dans le cadre du programme présidentiel des logements sociaux et économiques pour un objectif de 150 000 logements. Sont aussi examinées les avancées en matière de construction, de logement et de cadre de vie. La finalité, c'est un plan stratégique inclusif pour adresser efficacement les maux du secteur, dont le foncier. Autre priorité pour le gouvernement, la lutte contre la malnutrition. Une campagne dite séminaire d'intensification des activités de nutrition a été lancée. Elle concerne les enfants de 6 mois à 5 ans. Le coup d'envoi a été donné à Korogo par le ministre de la Santé, Janaka Awele. Cette campagne prend fin le 5 novembre. Le reportage de Kader Sogodogo. Place à Bandala, quartier Soba, Korogo. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et ses partenaires, dont l'UNICEF, se serrent les coudes pour lutter contre la malnutrition en Côte d'Ivoire. En 2016, l'enquête nationale à indicateurs multiples révélait une prévalence nationale de la malnutrition aiguë de 6% chez les enfants de 6 à 59 mois. Dans la direction régionale de la santé et de l'hygiène publique du Poro, de la Bagoué et du Tchologo, ce taux était de 6,4%. Le choix de Korogo pour le lancement de la semaine d'intensification des activités de nutrition n'est donc pas fortuit. Korogo, nous avons plus de 6% de la malnutrition aiguë, alors que la norme autorisée, c'est moins de 5%. Avant 6 mois, l'enfant est à l'allaitement maternel, exclusivement. Il ne mange pas autre chose que le sein. Maintenant, à partir de 6 mois, l'enfant commence à avoir accès à d'autres aliments. Et c'est là que les problèmes commencent parce que
nos aliments que nous proposons aux enfants ne sont pas assez diversifiés et l'enfant tombe dans la malnutrition. Des mères engagées pour venir à bout de la malnutrition. Mon enfant a 6 mois. Je lui donne cela que puis ce que je mange. Ce n'est pas facile de le nourrir. En faisant le déplacement jusqu'à Korogo, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Aoulé, qui avait à ses côtés le ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques, Amadou Soumaoro, n'a pas manqué de réitérer la volonté du gouvernement de tout mettre en œuvre pour un système sanitaire efficace au profit des populations. Les mauvaises pratiques d'alimentation sont à la base de la malnutrition. Face à cette situation, nous devons poursuivre la lutte contre la malnutrition, malgré les importants efforts accomplis par le gouvernement à ce jour. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien a mis en place le plan national multisectoriel de nutrition 2016-2020. Ce plan s'inscrit parfaitement dans la réalisation des objectifs de développement durable 2016-2030 ODD. De même, plusieurs actions ont été entreprises et se poursuivent pour donner à nos enfants toutes les capacités nécessaires pour un développement harmonieux. Supplémentation en vitamine A, antiparasitage et surtout dépistage de la malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois seront les activités menées durant cette campagne qui court jusqu'au 5 novembre dans 65 districts sanitaires de Côte d'Ivoire. Hier, les chrétiens catholiques ont célébré la fête de Toussaint. Elle précède la commémoration des morts, occasion pour certaines familles d'entretenir les tombes des défunts. Constat, ces dernières demeures ne sont pas toujours bien entretenues. Ami Sissoko. Nous ne sommes pas dans un champ, mais plutôt au cimetière d'Abobo dans le carré de 15 ans, sous cette broussaille des tombes. Les manœuvres que voici sont des agents de la direction de l'environnement et du développement durable du district d'Abidjan en plein préparatif de la fête de Toussaint. Il y a des tombes dedans parce qu'il manque d'entretien, parce que dès que le parent finit d'enterrer, il ne vient plus. Bon, nous, notre rôle, nous, on peut quand même enlever les œuvres qui sont en haut, mais pour jusqu'à en bas, là, vraiment, nous ne pouvons pas. Il y a des serpents dedans. Puis la tombe aussi, ouais, elle peut descendre aussi. Chaque année, à la même période, le district d'Abidjan fait le ménage dans les 5 cimetières à sa charge. Les cimetières de Williamsville, Abobo, Yopougon, Koumassi et Port-Boué sont débroussaillés pour accueillir de nombreuses familles qui s'y rendent le lendemain de la fête de Toussaint. Ce que vous voyez, c'est quelque chose qui a débarré depuis plusieurs mois. Nous sommes à la petite saison de pluie, ça fait que l'enherbement reprend très vite. Nous avons fait un premier traitement avec de l'herbicide et en saison de pluie, l'herbicide se montre moins efficace. Donc nous allons reprendre ce traitement-là juste après la saison de pluie. Mais pour la circonstance, pour que les familles puissent découvrir leur tombe, on fait ce travail manuel-là. L'entretien des cimetières, c'est la responsabilité du district d'Abidjan de veiller à leur bon fonctionnement, à la maintenance des installations et au déblayage des ordures. Cet entretien concerne la partie commune, donc le réseau de voirie, les canalisations, l'enherbement. Mais pour ce qui est de la sépulture elle-même, c'est la responsabilité de la famille. On a constaté sur nos cimetières qu'il y a un quasi-abandon d'un grand nombre de sépultures. Sont aussi concernés par l'entretien. Les espaces de séparation entre les sépultures, les bâtiments et les clôtures. Mais l'entretien n'est toujours pas au rendez-vous. Quand le DICI donne une concession à une famille, le coût c'est 190 000 pour 99 ans. Mais il n'y a pas de rubrique spécifique dedans, dans ces 190 000 qui disent qu'il y a un montant qui est affrété pour l'entretien. Je pense que c'est fait depuis la base où l'entretien des cimetières revient au district. Aujourd'hui, la ville a pris le cimetière. Ce n'est pas clôturé, donc les gens rentrent. Notre doléance est que le cimetière soit clôturé dans toute sa totalité. Ça nous permettra de contrôler la fluidité des entrées et sorties. Si l'entretien des espaces publics des cimetières tels que la voirie et les espaces de séparation entre les sépultures est du ressort des collectivités, les familles, elles, ont à charge la maintenance des tombes.
leur nettoyage régulier, leur solidité et les travaux de réparation. Cependant, un constat s'impose. Ils ne sont pas nombreux à entretenir les sépultures de leurs défunts. Par moment, quand nous pensons à ces personnes qui nous sont très chères, nous essayons d'aller sur ces tombes-là prier et puis essayer de rendre propre aussi parce que c'est leur dernière demeure. C'est mon père qui est décédé puisqu'il est enterré au village. Étant donné qu'aller au village, ce n'est pas évident. Là, je fais une demande de messe chaque fois pour lui. Nos parents, c'est des personnes qui ont vécu avec nous, aujourd'hui ne sont plus. Je pense que le minimum qu'on peut les octroyer quand même, c'est un environnement quand même sain. J'ai une tante qui est là, régulièrement on vient faire l'entretien. Pas nous personnellement, mais on a des gens qui sont là, qu'on paye peut-être chaque mois, qui font l'entretien des tombes. Pour les familles qui ne peuvent pas le faire, il existe donc des personnes appelées chercheurs pour s'en charger. Il y a des gens qui sont à l'extérieur, il y en a qui sont dans le pays. Ils nous confient les tombes pour qu'on puisse en nettoyer. Là, en tout cas, il n'y a pas prix pour ça. Chaque Toussaint, il y en a même quand ils arrivent à 30 000, 40 000, ça dépend. Si tu veux mettre des fleurs, tu donnes l'argent, on va payer les fleurs, on vient mettre. Si vous voulez gravier, on paye les graviers, on met. Ou bien du sable. Si c'est la peinture, vous donnez l'argent et puis on fait la peinture. À la veille de la fête de Toussaint, les cimetières d'Abidjan retrouvent fière allure et les maintenir dans cet état reste une préoccupation. On a des ONG, il y a des personnes de bonne volonté qui viennent, qui mettent des jeunes sur le terrain pour nettoyer par exemple des carrés. C'est ce qui participe aussi à nous aider à entretenir les cimetières. Au nom des soucis des cimetières, l'insécurité, la preuve, des lampadaires dépourvus de lampes. Le district d'Abidjan, le gouverneur a fait l'effort d'éclairer les cimetières. Malheureusement, tous les fils électriques qui permettent l'éclairage des cimetières ont été emportés. C'est vraiment une preuve d'incivisme de nos populations. Mais le gouverneur a donné des instructions pour qu'on reconvertisse cet éclairage-là en éclairage solaire. Les parents des défunts sont nombreux à le partager. Pour le repos éternel en paix de leurs proches, la sécurité des cimetières et leur accessibilité doivent faire l'objet de soins constants. Restons toujours avec Camille Sissoko pour parler des chercheurs dans les cimetières, des personnes qui entretiennent les tombes quand les familles n'ont pas le temps de le faire. Siaka Kone est chercheur au cimetière de Williamsville. Son portrait. Il entretient les tombes pour les familles au cimetière de Williamsville. Siaka Kone est un chercheur comme on l'appelle. Un chercheur, c'est celui qui fait de l'entretien des tombes son métier ou qui le fait occasionnellement. Ce métier, Siaka l'a appris aux côtés de son frère aîné au cimetière de Williamsville. Quand je partais à l'école, pendant les vacances, mon grand frère travaillait ici. Donc je viens l'aider à faire des travaux. Jusqu'à après les études, il m'a pris pour travailler lui dans son entreprise. Après son échec au bac, il s'installe à son compte en 2005. À la demande des parents, Siaka prend soin des sépultures de leurs défunts. L'entretien est quotidien, mensuel ou annuel. Si c'est ça que je dois essuyer chaque matin, tu dois payer 25 000 par mois. Si c'est chaque 2 jours dans la semaine, c'est le même prix-là. C'est le prix qu'on propose aux parents. Il y a d'autres, c'est plus que 25 000. Tous les Toussaint là, il y a d'autres, bon, quand ils viennent, si c'est les anciens clients, ce qu'ils nous donnent vraiment, c'est suffisant. En plus d'être chercheur, Siaka est aussi maçon. Avant la construction de la tombe, quand les parents arrivent, ils montrent le modèle qu'ils veulent. On fait un devis. Si c'est en carreau, polissant, ça c'est 650 000. Modèle simple, ça fait 650 000. Mais si tu vas en dehors de ça, maintenant, on te fait le prix, tu payes. Sa passion, il la partage également. J'emploie des maçons avec des enfants qui viennent m'aider à essuyer les tombes, nettoyer les tombes. Ça, c'est pendant les vacances. Et puis, il y a d'autres aussi, ils ne vont plus à l'école, ils cherchent du travail. Être chercheur au cimetière, c'est un travail qui exige de l'honnêteté. Au début, tu ne vas rien avoir. Mais qu'au fur et à mesure, quand tu es sérieux avec quelqu'un, lui, il te conseille à quelqu'un. Je l'ai appris il y a au moins 10 ans. Maintenant, il arrive à s'en sortir. Quand c'est propre, il y a d'autres même, ils viennent avec cadeau. Quand c'est propre, ils m'appellent, ils disent « Ah, je savais qu'il allait venir trouver, c'est propre parce que tu es courageux. » À 38 ans,
et père d'un enfant, Siaka Kone dit vivre de son travail. Pour lui, il n'y a pas de sous-métier. Ça me permet de payer la location de ma maison, m'occuper de ma femme, la santé, tout. Construire des tombes, les préserver des intempéries, un travail de chercheur qui n'est pas sans danger. C'est trop risquant. Donc quand on travaille au cimetière ici, souvent on croise les serpents. Souvent même en travaillant, si c'est les anciens carrés là, il y a os, qui peut te blesser. Siaka Kone dit maintenir plus d'une centaine de tombes en bon état. Un travail qui demande courage et abnégation. Dans le reste de l'actualité, en Égypte, 7 personnes ont été tuées. Ils ont péri dans une attaque revendiquée par l'État islamique. Le groupe a ciblé un bus transportant des fidèles chrétiens coptes. Il venait d'effectuer un pèlerinage. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir. Je n'ai rien vu.